Les Misérables, livre 5, chapitre 13, qui s'intitule « Solution de quelques questions de police municipale ». Jarvet écarta les assistants, rompit le cercle et se mit à marcher à grands pas vers le bureau de police qui est à l'extrémité de la place, traînant après lui la Misérable. Elle se laissait faire machinalement, ni lui ni elle ne disaient un mot. La nuée des spectateurs, au paroxysme de la joie, suivait avec des quolibets la suprême misère, occasion d'obscénité. Arrivé au bureau de police, qui était une salle basse chauffée par un poêle et gardée par un poste, avec une porte vitrée et grillée sur la rue, Jarvet ouvrit la porte, entra avec Fantine et referma la porte derrière lui, au grand désappointement des curieux qui se haussèrent sur la pointe des pieds et allongèrent le cou devant la vitre trouble du corps de garde, cherchant à voir. La curiosité est une gourmandise, voir c'est dévorer. En entrant, la Fantine alla tomber dans un coin immobile et muette, accroupie comme une chienne qui a peur. Le sergent du poste apporta une chandelle allumée sur une table. Jarvet s'assit, tira de sa poche une feuille de papier timbrée et se mit à écrire. Ces classes de femmes sont entièrement remises par nos lois à la discrétion de la police. Elle en fait ce qu'elle veut, les punit comme bon lui semble et confisque à son gré ces deux tristes choses qu'elle appelle leur industrie et leur liberté. Jarvet était impassible, son visage sérieux ne trahissait aucune émotion. Pourtant, il était gravement et profondément préoccupé. C'était un de ces moments où il exerçait sans contrôle, mais avec toutes les scrupules d'une conscience sévère, son redoutable pouvoir discrétionnaire. En cet instant, il le sentait, son escabeau d'agent de police était un tribunal. Il jugeait et il condamnait. Il appelait tout ce qu'il pouvait avoir d'idées dans l'esprit autour de la grande chose qu'il faisait. Plus il examinait le fait de cette fille, plus il se sentait révolté. Il était évident qu'il venait de voir commettre un crime. Il venait de voir, là, dans la rue, la société, représentée par un propriétaire électeur, insultée et attaquée par une créature en dehors de tout. Une prostituée avait attenté à un bourgeois. Il avait vu cela, lui, Jarvet. Il écrivait en silence. Quand il eut fini, il signa, plia le papier et dit au sergent du poste, en lui remettant « Prenez 3 hommes et menez cette fille au bloc. » Puis, se tournant vers la Fantine, « Tu en as pour 6 mois. » La malheureuse tressaillit. 6 mois 6 mois de prison, 6 mois à gagner 7 sous par jour. Mais que deviendra Cosette ? Ma fille, ma fille ! Mais je dois encore plus de 100 francs au Thénardier, monsieur l'inspecteur, savez-vous cela ? Elle se traîna sur la dalle mouillée par les bottes boueuses de tous ces hommes, sans se lever, joignant les mains, faisant de grands pas avec ses genoux. « Monsieur Jarvet, dit-elle, je vous demande grâce, je vous assure que je n'ai pas eu tort. Si vous aviez vu le commencement, vous auriez vu. Je vous jure le bon Dieu que je n'ai pas eu tort. C'est ce monsieur le bourgeois que je ne connais pas qui m'a mis de la neige dans le dos. Est-ce qu'on a le droit de nous mettre de la neige dans le dos quand nous passons comme cela tranquillement sans faire de mal à personne ? Cela m'a saisi, je suis un peu malade, voyez-vous. Et puis, il y avait déjà un peu de temps qu'il me disait des raisons. Tu es laide, tu n'as pas de dents. Je le sais bien que je n'ai plus de dents. Je ne faisais rien, moi. Je disais, c'est un monsieur qui s'amuse, j'étais honnête avec lui, je ne lui parlais pas. C'est à cet instant qu'il m'a mis de la neige. Monsieur Jarvet, mon bon monsieur l'inspecteur, est-ce qu'il y a personne là qui ait vu pour vous dire que c'est bien vrai ? J'ai peut-être eu tort de me fâcher. Vous savez, dans le premier moment, on n'est pas maître, on a des vivacités et puis quelque chose de si froid qu'on vous met dans le dos. Alors que vous ne vous y attendez pas, j'ai eu tort d'abîmer le chapeau de ce monsieur. Pourquoi s'est-il en allé ? Je lui demanderai pardon. Oh mon Dieu, cela me serait bien égal de lui demander pardon. Faites-moi grâce pour aujourd'hui, cette fois, monsieur Jarvet. Tenez, vous ne savez pas ça, mais les prisons, on ne gagne que 7 sous. Ce n'est pas la faute du gouvernement, mais on gagne 7 sous et figurez-vous que j'ai 100 francs à payer, ou autrement, on me renverra ma petite. Oh mon Dieu, je ne peux pas l'avoir avec moi. C'est si vilain ce que je fais. Oh ma Cosette, oh mon petit ange, la bonne sainte Vierge. Qu'est-ce qu'elle deviendra, pauvre loup ? Je vais vous dire, c'est les Thénardier des aubergistes des paysans, ça n'a pas de raisonnement, il leur faut de l'argent. Ne mettez pas en prison, voyez-vous, c'est une petite qu'on mettrait à même sur la grande route. Va comme tu pourras en plein cœur d'hiver. Il faut avoir pitié de cette chose-là, mon beau monsieur Jarvet. Si c'était plus grand, ça gagnerait sa vie, mais ça ne peut pas. À ces âges-là, je ne suis pas une mauvaise femme au fond, ce n'est pas la lâcheté et la gourmandise qui ont fait de moi ça. J'ai bu de l'eau-de-vie, c'est par misère. Je ne l'aime pas, mais cela étourdit. Quand j'étais plus heureuse, on n'aurait eu qu'à regarder dans mes armoires. On aurait bien vu que je n'étais pas une femme coquette qui a du désordre. J'avais du linge, beaucoup de linge. Ayez pitié de moi, monsieur Jarvet.
Elle parlait ainsi, brisée en deux, secouée par les sanglots, aveuglée par les larmes, la gorge nue, se tordant les mains, toussant d'une toux sèche et courte, balbutiant tout doucement avec la voix de l'agonie. La grande douleur est un rayon divin et terrible qui transfigure les misérables. À ce moment-là, la Fantine était redevenue belle. À de certains instants, elle s'arrêtait et baissait tendrement le bas de la redingote du mouchard. Elle eût attendri un cœur de granit, mais on n'attendrit pas un cœur de bois. « Allons, dit Gervais, je t'ai écouté. As-tu bien tout dit ? Marche à présent, tu as tes 6 mois, le Père éternel en personne n'y pourra plus rien. » À cette solennelle parole, le Père éternel en personne n'y pouvait plus rien. Elle comprit que l'arrêt était prononcé. Elle s'affaissa sur elle-même en murmurant « Grâce !» Gervais tourna le dos. Les soldats la saisirent par les bras. Depuis quelques minutes, un homme était entré sans qu'on eût pris garde à lui. Il avait refermé la porte, s'y était adossé et avait entendu les prières désespérées de la Fantine. Au moment où les soldats mirent la main sur la malheureuse qui ne voulait pas se lever, il fit un pas, sortit de l'ombre et dit « Un instant, s'il vous plaît. » Gervais leva les yeux et reconnut M. Madeleine. Il ôta son chapeau et saluant avec une sorte de gaucherie fâchée. « Pardon, monsieur le maire ?» Ce mot, monsieur le maire, fit sur la Fantine un effet étrange. Elle se dressa debout, tout d'une pièce comme un spectre qui sort de la terre, repoussa les soldats des 2 bras, marcha droit à M. Madeleine. Avant qu'on eût pu la retenir, elle le regarda fixement, l'air égaré, elle cria « Ah, c'est donc toi qui es monsieur le maire !» Puis elle éclata de rire et lui cracha au visage. M. Madeleine s'essuya le visage et dit « Inspecteur Gervais, mettez cette femme en liberté. » Gervais se sentit au moment de devenir fou. Il éprouvait en cet instant, coup sur coup, et presque mêlés ensemble, les plus violentes émotions qu'il eût ressenties de sa vie. Voir une fille publique cracher au visage d'un maire, cela était une chose si monstrueuse que, dans ses suppositions les plus effroyables, il eût regardé comme un sacrilège de le croire possible. D'un autre côté, dans le fond de sa pensée, il faisait confusément un rapprochement hideux entre ce qu'était cette femme et ce que pouvait être ce maire, et alors il entrevoya avec horreur je ne sais quoi de tout simple dans ce prodigieux attentat. Mais quand il vit ce maire, ce magistrat, s'essuyer tranquillement le visage et dire « Mettez cette femme en liberté », il eut comme un éblouissement de stupeur. La pensée et la parole lui manquèrent également. La somme de l'étonnement possible était dépassée pour lui. Il resta muet. Ce mot n'avait pas porté un coup moins étrange à la Fantine. Elle leva son bras nu et se cramponna à la clé du poêle, comme une personne qui chancelle. Cependant, elle regarda tout autour d'elle et se mit à parler à voix basse, comme si elle se parlait à elle-même. « En liberté ? Qu'on me laisse aller ? Que je n'aille pas en prison 6 mois ? Qu'est-ce qui a dit cela ? Il n'est pas possible qu'on ait dit cela. J'ai mal entendu. Ça ne peut pas être ce monstre de maire. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est vous, mon beau monsieur Gervais, qui avez dit qu'on me mettait en liberté ? Oh, voyez-vous, je vais vous dire et vous me laisserez aller ? Ce monstre de maire, ce vieux gredin de maire, c'est lui qui est cause de tout. Figurez-vous, monsieur Gervais, qu'il m'a chassé, à cause d'un tas de gueuses qui tiennent des propos dans l'atelier. Si ce n'est pas là une horreur, renvoyer une pauvre fille qui fait honnêtement son ouvrage, alors je n'ai plus gagné assez, et tout le malheur est venu. D'abord, il y a eu l'amélioration que ces messieurs de la police devraient bien faire, ce serait d'empêcher les entrepreneurs des prisons de faire du tort aux pauvres gens. Je vais vous expliquer cela, voyez-vous, vous gagnez 12 sous, dans les chemises, cela tombe à 9 sous, il n'y a plus moyen de vivre. Il faut donc devenir ce qu'on peut. Moi, j'avais ma petite Cosette. J'ai bien été forcée de devenir une mauvaise femme. Vous comprenez à présent que c'est ce gueux de maire qui a tout fait le mal. Après cela, j'ai piétiné le chapeau de ce monsieur bourgeois devant le café des officiers. Mais lui, il m'avait perdu toute ma robe avec sa neige. Nous autres, nous avons qu'une robe de soie pour le soir. Voyez-vous, je n'ai jamais fait de mal exprès. Vrai, monsieur Gervais, et je vois partout des femmes bien plus méchantes que moi, qui sont bien plus heureuses. Oh, monsieur Gervais, c'est vous qui avez dit qu'on me mettait dehors, n'est-ce pas ? Prenez des informations, parlez à mon propriétaire. Maintenant, je paye mon terme, on vous dira bien que je suis honnête. Ah, mon Dieu, je vous demande pardon, j'ai touché sans faire attention à la clé du poêle, et cela fait fumer. Monsieur Madeleine l'écoutait avec une attention profonde. Pendant qu'elle parlait, il avait fouillé dans son gilet, et avait tiré sa bourse et l'avait ouverte. Elle était vide. Il l'avait remise dans sa poche, et il dit à la Fantine « Combien avez-vous dit que vous deviez ?» La Fantine, qui ne regardait que Gervais, se tourna de son côté. « Est-ce que je te parle à toi ?» Puis s'adressa aux soldats. « Dites donc, vous autres, avez-vous vu comme je te vous lui ai craché à la figure ? Ah, vieux scélérat de mer, tu viens ici pour me faire peur, mais je n'ai pas peur de toi. J'ai peur de monsieur Gervais, j'ai peur de mon bon monsieur Gervais. » En parlant ainsi,
Elle se retourna vers l'inspecteur. « Avec ça, voyez-vous, monsieur l'inspecteur, il faut être juste. Je comprends que vous êtes juste, monsieur l'inspecteur. Au fait, c'est tout simple. Un homme qui joue à mettre un peu de neige dans le dos d'une femme, ça les faisait rire, les officiers. Il faut bien qu'on se divertisse à quelque chose. Nous autres, nous sommes là pour qu'on s'amuse. Quoi? Et puis vous venez. Vous êtes bien forcé de mettre de l'ordre. Vous emmenez la femme qui a tort, mais en y réfléchissant. Comme vous êtes bon, vous dites qu'on me mette en liberté, c'est pour la petite parce que 6 mois en prison, cela m'empêchera de nourrir mon enfant. Seulement, n'y reviens plus, coquine. Oh, je ne reviendrai plus, monsieur Gervais. On me fera tout ce qu'on voudra maintenant. Je ne bougerai plus. Seulement aujourd'hui, voyez-vous, j'ai crié parce que cela m'a fait mal. Je ne m'attendais pas du tout à cette neige de ce monsieur, et puis, je vous ai dit, je me porte pas très bien, je tousse. J'ai là dans l'estomac, comme une boule qui me brûle, que le médecin me dit « Soignez-vous, tenez, tâtez, donnez votre main, n'ayez pas peur, c'est ici. » Elle ne pleurait plus, sa voix était caressante. Elle appuyait sur sa gorge blanche et délicate la grosse main rude de Gervais, et elle le regardait en souriant. Tout d'un coup, elle rajusta vivement le désordre de ses vêtements, fit retomber les plis de sa robe, qui, en se traînant, s'était relevée presque à la hauteur du genou. Là, et marcha vers la porte en disant à demi-voix aux soldats avec un signe de tête amical. « Les enfants, monsieur l'inspecteur a dit qu'on me lâche, je m'en vas. » Elle mit la main sur le quai, un pas de plus, elle était dans la rue. Gervais, jusqu'à cet instant, était resté debout, immobile, l'œil fixé à terre, posé de travers, au milieu de cette scène comme une statue dérangée qui attend qu'on le mette quelque part. Le bruit que fit le quai le réveilla. Il releva la tête avec une expression d'autorité souveraine, expression toujours d'autant plus effrayante que le pouvoir se trouve placé plus bas, féroce sur la bête fauve, atroce chez l'homme de rien. « Sergent, cria-t-il, vous ne voyez pas que cette drôlesse s'en va ? Qu'est-ce qui vous a dit de la laisser aller ?»« Moi, dit monsieur Madeleine. » La Fantine, à la voix de Gervais, avait tremblé et lâché le loquet comme un voleur pris lâche l'objet volé. À la voix de Madeleine, elle se retourna et à partir de ce moment, sans qu'elle prononçât un mot, sans qu'elle osât même laisser sortir son souffle librement, son regard alla tour à tour de Madeleine à Gervais et de Gervais à Madeleine, selon que c'était l'un ou l'autre qui parlait. Il était évident qu'il fallait que Gervais eût été, comme on dit, jeté hors des gongs, pour qu'il se fût permis d'apostropher le sergent comme il l'avait fait, après l'invitation du maire de mettre Fantine en liberté. En était-il venu à oublier la présence de monsieur le maire? Avait-il fini par se déclarer à lui-même qu'il était impossible qu'une autorité eût donné un pareil ordre, et que certainement monsieur le maire avait dû dire, sans le vouloir, une chose pour une autre? Ou bien, devant les énormités dont il était témoin depuis 2 heures, se disait-il qu'il fallait revenir aux suprêmes résolutions, qu'il était nécessaire que le petit se fît grand, que le mouchard se transformât en magistrat, que l'homme de police devint homme de justice, et qu'en cette extrémité prodigieuse, l'ordre, la loi, la morale, le gouvernement, la société tout entière se personnifiaient en lui, Gervais. Quoi qu'il en soit, quand M. Madeleine eut dit ce moi qu'on vient d'entendre, on vit l'inspecteur de police Gervais se tourner vers M. le maire, pâle, froid, les lèvres bleues, le regard désespéré, tout le corps agité d'un tremblement imperceptible, et chose inouïe, lui dit l'œil baissé mais la voix ferme. « Monsieur le maire, cela ne se peut pas. »« Comment ?» dit M. Madeleine. « Cette malheureuse a insulté un bourgeois. »« Inspecteur Gervais, » repartit M. Madeleine, avec un accent conciliant et calme. « Écoutez, vous êtes un honnête homme, et je ne fais nulle difficulté de m'expliquer avec vous. Voici le vrai. Je passais sur la place comme vous emmeniez cette femme. Il y avait encore des groupes. Et je me suis informé, j'ai tout su, c'est le bourgeois qui a eu tort et qui, en bonne police, est dû être arrêté. » Gervais reprit. « Cette misérable vient d'insulter monsieur le maire. »« Ceci me regarde, dit monsieur Madeleine. Mon injure est à moi, peut-être. J'en puis faire ce que j'en veux. Je demande pardon, monsieur le maire. Son injure n'est pas à lui, elle est à la justice. »« Inspecteur Gervais, répliqua monsieur Madeleine. La première justice, c'est la conscience. J'ai entendu cette femme, je sais ce que je fais. Et moi, monsieur le maire, je ne sais pas ce que je vois. Alors, contentez-vous d'obéir. J'obéis à mon devoir. Mon devoir veut que cette femme fasse 6 mois de prison. Monsieur Madeleine répondit avec douceur. Écoutez bien ceci. Elle n'en fera pas un jour. À cette parole décisive, Gervais osa regarder le maire fixement et lui dit, mais avec un son de voix toujours profondément respectueux, « Je suis au désespoir de résister à monsieur le maire, c'est la première fois de ma vie, mais il daignera me permettre de lui faire observer que je suis dans la limite de mes attributions. Je reste,
puisque monsieur le maire le veut, dans le fait du bourgeois, c'était là. C'est cette fille qui s'est jetée sur monsieur Bamatabois, qui est électeur et propriétaire de cette belle maison à balcon qui fait le coin de l'esplanade, à 3 étages et de toutes en pierre de taille. Enfin, il y a des choses dans ce monde. Quoi qu'il en soit, monsieur le maire, cela, c'est un fait de police de la rue qui me regarde et je retiens la femme Fantine. Alors monsieur Madeleine croisa les bras et dit avec une voix sévère que personne dans la ville n'avait encore entendu. Le fait dont vous parlez est un fait de police municipale, au terme des articles 9, 11, 15 et 66 du Code d'instruction criminelle. J'en suis juge, j'ordonne que cette femme soit mise en liberté. Jarvet voulut tenter un dernier effort, mais monsieur le maire, je vous rappelle à vous l'article 81 de la loi du 13 décembre 1799 sur la détention arbitraire. Monsieur le maire, permettez, plus un mot. Pourtant, sortez, dit monsieur Madeleine. Jarvet reçut le coup, debout de face et en pleine poitrine comme un soldat russe. Il salua jusqu'à terre monsieur le maire et sortit. Fantine se rangea de la porte et le regarda avec stupeur passer devant elle. Cependant, elle aussi était en proie à un bouleversement étrange. Elle venait de se voir en quelque sorte disputée par 2 puissances opposées. Elle avait vu lutter devant ses yeux 2 hommes, tenant dans leurs mains sa liberté, sa vie, son âme, son enfant. L'un de ces hommes la tirait du côté de l'ombre, l'autre la ramenait vers la lumière. Dans cette lutte entrevue à travers les grossissements de l'épouvante, ces 2 hommes lui étaient apparus comme des géants. L'un parlait comme son démon, l'autre parlait comme son bon ange. L'ange avait vaincu le démon, et, chose qui la faisait frissonner de la tête aux pieds, cet ange, ce libérateur, c'était précisément l'homme qu'elle abhorrait. Ce maire qu'elle avait si longtemps considéré comme l'auteur de tous ces maux, ce Madeleine, et au moment même où elle venait de l'insulter d'une façon hideuse, il la sauvait. Serait-elle donc trompée? Devait-elle donc changer toute son âme? Elle ne savait. Elle tremblait, elle écoutait éperdue, elle regardait effarée, et à chaque parole que disait monsieur Madeleine, elle sentait fondre et s'écrouler en elle les affreuses ténèbres, de la haine et naître dans son cœur, je ne sais quoi de réchauffant et d'ineffable, qui était de la joie, de la confiance et de l'amour. Quand Jarvet fut sorti, monsieur Madeleine se tourna vers elle, et lui dit avec une voix lente, avec peine à parler comme un homme sérieux qui ne veut pas pleurer. « Je vous ai entendu. Je ne savais rien de ce que vous avez dit. Je crois que c'est vrai, et je sens que c'est vrai. J'ignorais même que vous eussiez quitté mes ateliers. Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à moi? Mais voici. Je payerai vos dettes et je ferai venir votre enfant, où vous irez la rejoindre. Vous vivrez ici à Paris où vous voudrez. Je me charge de votre enfant et de vous. Vous ne travaillerez plus. Si vous voulez, je vous donnerai tout l'argent qu'il vous faudra. Vous reviendrez honnête en redevenant heureuse. Et même, écoutez, je vous le déclare dès à présent, si tout est comme vous le dites, et je n'en doute pas, vous n'avez jamais cessé d'être vertueuse et sainte devant Dieu, ô pauvre femme. C'en était plus que la pauvre Fantine n'en pouvait supporter. Avoir Cosette, sortir de cette vie infâme, vivre libre, riche, heureuse, honnête avec Cosette, voir brusquement s'épanouir au milieu de sa misère toutes ces réalités du paradis, elle regarda comme hébétée cet homme qui lui parlait et ne put que jeter 2 ou 3 sanglots. Oh oh oh! Ses jarrets plièrent, elle se mit à genoux devant monsieur Madeleine et, avant qu'il eût pu l'empêcher, il sentit qu'elle lui prenait la main et que ses lèvres s'y posaient. Puis elle s'évanouit. Fin du chapitre et fin du livre 5, Les Misérables.